Bienvenue sur Dear Talent. C'est le rendez-vous pour les talents et ceux qui les recrutent. Que tu sois recruteur, professionnel RH, candidat ou même un manager qui souhaite aller plus loin avec ses équipes, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux une carrière au plus proche de tes valeurs, que tu veux te réinventer, apprendre en continu et dépasser les idées préconçues, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Aurore Nicolet, coach et experte en recrutement. Chaque semaine, je vous partage sans compter des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de booster votre potentiel et atteindre vos objectifs. À tout de suite et bon épisode. Très bien. Eh bien, bonjour Nicolas. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir sur Dear Talent. Salut Laurent, merci de l'invitation. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu justement peut-être me parler un petit peu de toi ou te présenter en 1 minute? Ouais, 1 minute, ça sera beaucoup, je vais faire beaucoup moins. Donc moi, je suis dans le recrutement depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis français, comme ça s'entend, donc j'ai fait du recrutement dans un premier temps en France auprès de cabinets de chasse de tête. Puis je suis venu au Canada il y a maintenant 5 ans à Montréal. J'ai travaillé pour un cabinet qui s'appelle GoRH, puis bref, ça s'est bien passé. Donc petit à petit, le cabinet a beaucoup grandi. J'ai pris des responsabilités, puis je suis devenu associé finalement il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Mais entre deux, je suis retourné en France, toujours pour GoRH. Et puis, en étant en France, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse demande de francophones au sens large du terme qui voulaient tenter l'expatriation au Canada. Et puis de l'autre côté, on avait tous nos clients québécois qui devaient faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc j'ai fait j'ai levé le pouce auprès du comité de direction, puis j'ai dit que ce serait une super bonne idée de faire une offre de recrutement international auprès des entreprises québécoises. Donc j'ai monté le service de recrutement international, puis aujourd'hui je m'occupe de gérer ce service avec une équipe de 5 personnes. Alors effectivement, aujourd'hui, comme je pense qu'on s'en doute, on va effectivement parler d'un sujet qui est absolument passionnant, qui est donc le recrutement des talents internationaux. Et une des solutions, je pense, les plus rapides et efficaces, c'est justement le recrutement des talents internationaux. Alors justement, selon toi, quel est le bon moment pour aller vers le recrutement à l'international? Je pense que le bon moment, c'est maintenant. Et puis, je sensibilise beaucoup les entreprises à ça. C'est que, comme tu le dis, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Elle va durer jusqu'en au moins 2050, d'après ce qu'ils disent. Parce que de toute façon, sur le territoire, on n'a pas assez de personnes pour faire face au nombre de postes qui sont vacants. Donc, quoi qu'il en soit, les entreprises avec qui je discute repoussent la plupart du temps en disant non mais je vais attendre encore un peu, je vais bien trouver quelqu'un en local, puis d'ici 8 mois ou 1 an peut-être que j'irai vers l'international. Puis finalement ils reviennent vers moi au bout de 8 mois en me disant j'ai même pas trouvé en local, donc le temps que j'ai perdu à chercher en local, j'aurais peut-être mieux fait de me lancer sur de l'international. Donc c'est pour ça que je dis aux entreprises, faites-vous un headcount de vos recrutements, puis lancez-vous à l'international, puis en fonction des candidats internationaux, ça vous permettra de prévoir des futurs recrutements finalement qui peuvent arriver dans 6, 7, 8, 9 mois en fin de compte, voire même 1 an. Donc lancez-vous maintenant pour prévoir vos futures difficultés de recrutement. Absolument. Et mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises recruter à l'international? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais, c'est très large. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire déjà avoir conscience de ce que ça implique de recruter à l'international, avoir conscience des délais, des coûts, mais il y a aussi un côté un peu plus RH finalement, qui va être aussi avoir conscience de ce qu'est intégrer une ressource externe, une ressource étrangère finalement. On n'accueille pas un candidat étranger comme on accueille un candidat local finalement. Donc c'est ça du recrutement international, c'est avoir conscience de tout ce que ça implique avant de se lancer finalement, puis de se mettre en difficulté ou de mettre aussi des personnes qui ont tout quitté pour venir au Canada et de les mettre aussi en difficulté. Donc c'est tout ça, se lancer dans un premier temps à l'international, et c'est s'ouvrir à des candidatures évidemment non canadiennes. Alors tu parlais justement de comprendre qu'est-ce que ça implique. Alors justement, qu'est-ce que ça implique? Que ce soit pour le candidat, mais aussi l'entreprise, mais également les équipes finalement. Ouais, complètement. Ce que ça implique déjà dans un premier temps, c'est d'avoir conscience que c'est pas une situation d'urgence. Recruter à l'international dans l'urgence, ça marche pas. On le sait, pour les délais, pour l'intégration, pour la formation, etc., etc. C'est pour ça que je leur dis qu'il faut se lancer maintenant, finalement. Que ça implique en termes de délai, et je vais donner des chiffres parce que forcément, ça va beaucoup plus parler aux entreprises. Mais, puis on me demande toujours l'information, combien de temps ça met. En fait, faut comprendre qu'en fonction de la situation du candidat, c'est très variable. Mais il faut savoir qu'on peut avoir des candidats qui sont là très rapidement, parce qu'ils sont souvent français, les Français ont des facilités de visa, ou ils sont sur des métiers pénuriques. Donc on peut aller sur des délais entre 1 à 2 mois pour des Français. Puis si on va chercher des profils francophones, beaucoup du Maghreb ou d'Afrique noire francophone finalement, d'Afrique centrale francophone finalement, on va être sur des délais entre 6 et 8 mois.
Ok. qui ont été quand même raccourcis ces derniers temps. Il y a une fausse idée comme quoi, oui, mais j'aurai pas mon candidat avant 1 an. Je suis en train de faire des visas actuellement, puis le maximum qu'on a, c'est 8 mois. Si on a les bons documents, puis si vous avez un bon avocat, sincèrement, c'est très rare que ça aille sur plus de 8 mois. Ça a été des cas exceptionnels pour nous. Puis ça a été des problématiques. On l'a eu une fois. C'était une problématique de l'avocat qui avait oublié finalement le dossier. Puis bref, on a dû refaire une demande. Mais on va dire entre 2 et 6 à 8 mois pour avoir le candidat sur place. D'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, le délai est conditionné par le pays d'origine du candidat et non pas par le métier pénurique. Ok. Bah, ouais, c'est les deux finalement, pour être franc. C'est pour ça que je dis c'est très particulier. Mais oui, les Français ont des facilités de visa, donc souvent on arrive toujours à trouver des visas qui correspondent pour les faire venir assez rapidement, parce qu'ils sont sur des métiers pénuriques ou autres. Par contre, oui, pour les candidats étrangers, même sur des métiers pénuriques, notamment là des Tunisiens par exemple, on va rester sur des délais de 6-8 mois, peu importe quasiment leur métier. Donc, effectivement, il ne faut pas forcément être pressé. Ou alors, est-ce qu'il est possible finalement pour une entreprise de peut-être se dire, bah, écoutez, en attendant que vous puissiez venir d'ici 8 mois, est-ce que c'est possible pour l'entreprise de faire travailler cette personne-là depuis son pays d'origine directement? Ouais, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai le cas avec un de mes clients dans le domaine informatique parce qu'on sait forcément que c'est plus facile. Donc oui, il y a possibilité à ce que les personnes dans le domaine informatique travaillent à leur compte finalement en France ou ailleurs, puis facturent l'entreprise canadienne le temps des démarches de visa. Okay. Et donc, finalement, le recrutement international, ça signifie aller chercher quelqu'un, on va dire, d'un autre pays, donc d'une autre culture potentiellement. Et comment on prépare donc, les entreprises ou comment l'entreprise peut préparer ses équipes sur le fait justement de recevoir quelqu'un qui vient peut-être d'une culture qui est différente? Ouais, il y a une grosse partie de sensibilisation, juste de sensibiliser au fait que même si c'est un Français, puis on va parler de français parce que forcément c'est les plus proches du Québec en termes de culture, c'est de beaucoup sensibiliser les équipes à leur dire, même si c'est quelqu'un qui parle notre langue entre guillemets, ça reste une culture différente. Donc ne serait-ce que de les sensibiliser puis de leur en parler en disant attention, c'est quelqu'un d'une culture différente, peut-être qu'il va pas comprendre les mêmes choses que vous, peut-être que il va avoir des comment dire, un peu des craintes ou des angoisses qui peuvent être logiques pour vous, mais pour lui c'est vraiment quelque chose qui va être stressant. Donc juste de les sensibiliser, déjà ça c'est un bon point. On peut aussi faire des formations d'accueil et d'intégration de candidats étrangers. Et puis ce qu'on conseille à nos clients, c'est de créer un parrainage avec une personne de l'équipe en interne, de lui dire tiens, telle personne, tu seras le parrain du nouvel arrivant et puis tu seras le référent de cette personne-là. Souvent, ça crée un lien entre ces deux personnes, puis le candidat étranger qui peut peut-être se sentir pas très intégré ou qui peut remarquer ces différences, puis que ça peut angoisser, il va pouvoir discuter de manière beaucoup plus franche à son parrain, qui lui va pouvoir le rassurer, puis va pouvoir peut-être parler à ses collègues de son équipe en disant attention, quand on fait des blagues de telles choses, ça le vexe un petit peu, parce que souvent c'est ce qui arrive, c'est des problèmes de dialogue tout simplement. Donc ça peut être d'avoir quelqu'un qui fasse le lien entre les deux. Nous, les problématiques qu'on remarque dans les difficultés d'intégration, c'est souvent des questions de dialogue. C'est que mine de rien, on a une culture différente, donc on peut faire des blagues ou parler de sujets qu'on perçoit pas de la même manière, puis ça va peut-être créer des situations d'incompréhension et d'inconfort, mais on s'en rend pas forcément compte finalement. Donc le parrain, lui, va venir faire le lien entre ces deux cultures. Ok. Et que dis-tu, en tout cas, que réponds-tu aux entreprises qui pensent que finalement recruter à l'international, c'est un risque pour elles? Parce qu'elles pourraient très bien se dire, écoute, moi, ça m'a pris en temps, en argent, finalement, d'accueillir cette personne-là, peut-être de payer pourquoi pas ses frais. Et si elle reste pas, si elle performe pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que tu réponds finalement à ces personnes-là? Ouais. Souvent, ce que je dis aux entreprises, c'est que, excuse-moi, il y a un petit peu de bruit dehors, je suis désolé. Mais ce que je dis aux entreprises, c'est que il y a une partie qui est vraiment importante, c'est de comprendre que le candidat étranger peut partir comme partirait un candidat canadien finalement. Donc évidemment, nous on les accompagne dans les candidats étrangers peuvent envoyer une vidéo de leur travail, on peut faire des tests. Nous on a un test d'efficacité interculturelle qu'on met en place aussi pour voir quel est le niveau comment dire d'intégration de la personne, de capacité d'intégration de la personne. Donc, il y a des tests qui sont possibles pour valider cette partie-là, évidemment. Ce que je dis aussi, c'est quand vous avez des candidats étrangers dans votre entreprise, faites-les faire un appel avec ce nouveau candidat pour qu'ils puissent échanger de manière transparente sur qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a moins plu. Puis l'autre chose, c'est qu'un candidat canadien pourrait partir aussi. Mais si vous accueillez bien
ce candidat étranger, il n'y a aucune raison qu'il parte. C'est ce que les entreprises ont un peu peur. Elles pensent que les candidats veulent juste avoir un visa pour venir au Canada, puis une fois qu'elles auront leur visa, elles vont partir au plus offrant. Très sincèrement, il y a un côté émotionnel important, dans le sens où je viens dans une entreprise qui a eu le courage de me faire un visa, le courage de me faire venir ma famille et moi, et je vais pas la laisser tomber pour $2 de l'heure. Et pour être très franc, c'est exactement ça. Parce que le fait de faire un visa, ça crée un lien. Si le candidat est bien accueilli, ça va encore plus créer le lien émotionnel. Donc, il n'y a aucune raison que le candidat étranger parte de cette entreprise-là, qu'il a accueilli, qui a fait l'effort de lui faire un visa, qu'il a intégré à son équipe. C'est ce que je leur dis. C'est pour ça que l'intégration est souvent gage de réussite et de fidélisation des candidats. Absolument. Et je pense que c'est important de rappeler que le candidat aussi il prend un risque. C'est un risque qui n'est pas que du côté entreprise. C'est-à-dire que on est tous les deux immigrants, on vit tous les deux au Québec, mais c'est un choix de l'entreprise, c'est aussi un risque pour le candidat de quitter un travail peut-être qu'il avait, un confort de vie, sa famille, ses amis. Voilà, c'est aussi c'est un risque que je pense que les entreprises ne s'en rendent pas toujours compte. C'est vraiment un risque qui est partagé. Exactement. Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce qu'elles mesurent pas beaucoup le risque pour les candidats. Pour elle, c'est une opportunité, il est prêt à venir, elles lui font un visa, il leur est entre guillemets un peu redevable, hein, c'est souvent ce qui arrive, mais il faut pas oublier que c'est des gens qui ont un métier, qui ont une famille, qui ont des amis, qui ont leur quotidien, et que ces gens-là quittent leur quotidien pour partir dans un pays qu'ils connaissent pas du tout. Donc il y a un gros risque pour les candidats aussi. Donc souvent les entreprises disent oui, mais s'il part du jour au lendemain, ouais, mais toi aussi tu as le devoir de bien l'accueillir pour qu'il ait une belle expérience canadienne. Absolument. Non, je suis complètement d'accord. Et c'est effectivement une responsabilité qui est partagée. Oui. Comme on disait tout à l'heure un peu plus tôt, c'est vrai que comme recruteur et immigrante moi-même, je vois qu'il y a un vrai écart finalement entre la politique extérieure du Canada. On en a déjà parlé quand on a préparé notre rencontre, où finalement quand on est en France, en tout cas, il y a énormément de pubs de la part du Canada et du Québec chaque année, d'ailleurs tout le long de l'année, pour dire qu'il y a énormément de postes disponibles pour les francophones, qu'il faut absolument venir, qu'il y a des millions de postes disponibles. Et nous finalement on arrive quand on est migrant, on voit surtout ce côté carte postale avec c'est beau, non mais c'est vrai cette nature 100%. Incroyable, et c'est vrai c'est super beau, mais quand on arrive ensuite sur le marché du travail, c'est un peu une douche froide. On se dit finalement personne ne m'attend. C'est-à-dire qu'on se rend compte, notamment moi dans le recrutement, je vois ce qui se passe un petit peu derrière le rideau finalement, c'est que les entreprises ne sont pas si formées sur le sujet et ne savent même pas finalement que le pays en question fait beaucoup d'efforts pour amener des immigrants. Je vais peut-être pas me faire que des amis sur cette réponse-là, mais oui, effectivement, le Canada communique beaucoup sur le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'ils ont besoin de monde, puis que le pays est ouvert. Donc, ils disent clairement, venez chez nous, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Sauf que la problématique, c'est que entre ce que communique le Canada, puis ce que sont réellement les démarches qui sont faites par le gouvernement ou la province, c'est tout autre, parce que mine de rien, on va pas se mentir, c'est une immigration qui est choisie. On veut faire venir des gens qui vont être utile pour le pays, puis je le comprends, puis il y a aucun problème là-dessus. Puis il y a aussi cette question de francisation qui est hyper importante au Québec, puis encore une fois, je le comprends énormément. Donc c'est ça, c'est qu'on va dire aux gens, venez chez nous, mais dans la finalité, dans les démarches à mettre en place, c'est pas si facile que ça. Puis j'ai beaucoup de candidats qui me disent, je comprends pas, le Canada nous dit qu'ils ont besoin de monde, puis quand je suis prêt à venir, finalement, il y a personne on n'est pas attendu. Donc ça, c'est la première chose. Le discours qu'il y a, la politique externe, extérieure comparé à ce qui est vraiment la politique d'immigration, il y a vraiment un gap là-dessus. Puis l'autre chose, c'est le problème, les entreprises se freinent beaucoup à faire du recrutement international parce que justement, elles ont peur de ce que met en place le gouvernement sur les difficultés d'aller faire des visas à des candidats étrangers. Donc, ce qui freine le plus les entreprises, c'est pas d'avoir les candidats. Les candidats, ils sont bons, on les trouve facilement. Il y a un gros bassin de candidats en dehors du Canada. Mais la problématique, c'est qu'elles ont souvent peur des bâtons que va mettre le gouvernement dans leur roue pour pouvoir faire cette démarche de visa. Donc, les entreprises sont mal informées. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'en gros, le Canada dit, venez chez nous. Puis une fois que les candidats postulent chez les entreprises savent pas trop vers qui se tourner pour qu'on leur donne un coup de main à faire venir justement les candidats étrangers. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Absolument, je partage évidemment ton constat. Et là encore, on parle d'entreprises qui font vraiment des démarches pour aller chercher dans des pays qui sont différents. Mais il y a aussi énormément de personnes qui sont déjà légalement autorisées à travailler au Canada, qui ont toute l'expérience nécessaire, qui sont déjà présentes et qui ne cherchent qu'à travailler. Si ça peut rassurer un peu les entreprises qui nous écoutent, j'ai fait... il y avait le sommet de l'immigration à Drummondville en octobre ou novembre, je sais plus.
la première tempête de neige, donc Ouais. pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, là, il y avait évidemment des personnes de la province et du gouvernement qui ont vraiment appuyé sur toutes les mesures qui allaient mettre en place, qui allaient être mises en place cette année pour faciliter justement le recrutement d'étrangers. Puis je pense que le gouvernement freinait un petit peu. La pandémie n'a pas aidé, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Ça les a inquiétés de faire venir des personnes d'un peu partout dans le monde finalement. Puis c'est 100% normal. Mais là, ils se rendent compte que ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, et en tout cas de freiner l'économie du Québec, qui a une belle économie. Puis ils se sont rendus compte, j'ai l'impression qu'ils n'aident pas forcément à faire venir les étrangers, ils n'aident pas leurs entreprises. Puis les PME, malheureusement, il y a certaines PME qui sont en train de mourir à cause de ça. J'ai l'impression que le gouvernement l'a compris, et au sommet de l'immigration, ils ont vraiment dit on va faciliter les choses, on va mettre en place ce qu'il faut. Donc maintenant, il y a il y a toutes les MRC, etc., qui peuvent aussi aider sur le recrutement international, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, c'est-à-dire que si demain, donc, une entreprise nous écoute, s'ils veulent effectivement se tourner vers le recrutement international, quelle est la première chose à faire? Ouais. Selon moi, il faut qu'ils fassent un appel avec une firme de recrutement spécialisée. Ça va être la première chose. Et que la firme de recrutement, au lieu de leur vendre entre guillemets leur service de recrutement, les mettre face à la réalité de ce qu'implique un recrutement international. Et surtout que la direction suive la machine, parce que souvent les RH ils ont des difficultés de recrutement, puis eux sont très ouverts à faire du recrutement international, mais si la direction suit pas, ça risque d'être un échec, le candidat sera mal accueilli ou il va pas bien se sentir accueilli. Bref, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Et puis, c'est là où le candidat va finir par partir, où ça va mal se passer. Et c'est là où ce sera un échec, puis l'entreprise va vraiment fermer la porte au recrutement international. Donc, avant de vous lancer, c'est une aventure, le recrutement international, une magnifique aventure. Mais je pense que comme tout, il faut bien préparer votre sac de voyage avant de vous lancer là-dedans. Et j'en profite finalement pour rappeler, comme tu disais tout à l'heure, que la fidélisation des talents, qu'ils soient internationaux ou pas, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, moi, ça m'a été, depuis le nombre d'années que je recrute finalement au Canada, ce que je vois régulièrement, c'est que des entreprises qui profitent un petit peu, de payer un petit peu moins cher, peut-être les talents internationaux, pour tout un tas de raisons. C'est effectivement quand il y a un petit peu trop d'abus, où les personnes en question vont peut-être être tentées, peut-être un peu plus d'aller voir ailleurs. Mais voilà, mais c'est vraiment important que peu importe finalement le statut ou la provenance de la personne, tout le monde soit traité finalement au même niveau. Je pense que c'est vraiment important. Ouais, nous, pour partager un peu notre expérience en recrutement international, on a des candidats on a 2 candidats qui sont partis depuis 2 ans, on fait ça. Puis les 2 qui sont partis, c'est parce que l'entreprise n'a pas respecté le contrat finalement qu'ils avaient fait au candidat. C'est des choses toutes bêtes, mais il faut venir le candidat sur un contrat de jour, puis finalement il se retrouve à passer une nuit, où il y a un des candidats qui devait être conducteur poids lourd, puis finalement il s'est retrouvé dans l'usine à faire de la production. Donc à chaque fois que les candidats sont partis, c'était parce que justement il y a eu en tout cas cette problématique finalement on fait venir le candidat, faut pas oublier qu'on lui fait tout quitter en lui disant viens puis tu vas faire ça. Puis finalement il quitte tout pour quelque chose qui lui a pas été vendu. C'est une entreprise qui au lieu d'envoyer le candidat à Montréal comme c'était prévu, l'a envoyé à Drummondville. Donc je me dis c'est pas très cool parce que tu quittes toute ta famille, tes amis pour venir dans la ville de Montréal, puis tu te retrouves en région. Donc forcément ils disent oui mais elle était pas très contente. Oui, elle a tout quitté pour aller à Montréal, puis finalement tu la mets pas à Montréal. Donc c'est ça à quoi il faut vraiment faire attention quand on est une entreprise. Absolument. Puis pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Avec mon nom de famille, tout simplement. Ouais, je suis très présent sur LinkedIn, donc ils peuvent m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde, donc il y a aucun problème, que ce soit des candidats ou des entreprises qui veulent un peu plus d'infos. Et au cas où, si tu me permets, on va faire un webinaire au mois d'avril, le 13 avril à midi, heure de Québec, à destination des entreprises, où on va justement, cette information que je disais, ce qu'implique le recrutement international, on va balancer toute cette information-là. Le but, c'est pas forcément de vendre GoRH. En fin de compte, on veut surtout planter la graine dans la tête des entreprises. Puis le jour où elles seront prêtes, elles se lanceront, mais il faut absolument qu'elles soient prêtes pour se lancer. Des fois, ça sert à rien de se lancer encore une fois dans l'urgence. Donc le but, ce sera vraiment de donner l'info, puis il y a un de nos clients qui va venir faire un partage d'expérience par rapport à ça. Écoute, je vais m'y inscrire tout de suite, et puis je mettrai le lien, effectivement, le lien du webinaire dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.
Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.